Passons donc au programme. Le sujet de notre séance d'aujourd'hui est les transferts automatisés de fonds, les TAF, que l'on appelle parfois transferts électroniques de fonds. Les TAF sont un mode de paiement électronique très populaire qu'utilisent chaque jour les consommateurs, les entreprises et les gouvernements. Au cours de cette présentation, nous verrons deux genres de TAF, les dépôts directs et les débits préautorisés. Nous allons aussi examiner leur cheminement à travers le système de compensation d'un bout à l'autre. Les dépôts directs et les débits préautorisés sont des TAF. Les dépôts directs sont des crédits envoyés au compte qu'un client détient auprès d'une institution financière, par exemple les dépôts directs de salaire ou les prestations fiscales pour enfants. Les débits préautorisés ou DPA sont des débits retirés du compte détenu auprès d'une institution financière. On parle aussi parfois des prélèvements automatiques ou de paiements préautorisés, mais ce sont tous des DPA. Les DPA servent typiquement à effectuer des paiements récurrents, comme les versements hypothécaires, les factures d'électricité, d'eau ou de gaz, les cotisations à un régime d'épargne retraite, les dons de bienfaisance, les primes d'assurance et ainsi de suite. Il y a 4 types fondamentaux de DPA. DPA d'entreprise, de gestion de trésorerie, de transfert de fonds et personnel. Voyons rapidement les utilisations typiques de chaque catégorie de DPA. Le DPA d'entreprise sert au paiement de biens ou de services reliés à une activité d'entreprise et commerciale, comme les paiements entre franchisés et franchiseurs, distributeurs et fournisseurs, et entre marchands et fabricants. Le DPA de gestion de trésorerie est utilisé par une entreprise ou une entreprise étroitement liée à une autre pour transférer des fonds entre comptes détenus auprès de différentes institutions financières, par exemple pour des transferts entre une société mère et sa filiale. Les DPA de transfert de fonds sont ceux qu'utilisent les particuliers pour transférer des fonds parmi les comptes qu'ils détiennent auprès de différentes institutions financières, comme des cotisations à un régime d'épargne retraite, des versements à des fonds communs de placement, à des comptes de dépôt ou à des comptes de placement. Le DPA personnel est celui qu'utilisent les particuliers pour effectuer des paiements récurrents, comme les dons de bienfaisance, les versements hypothécaires, les paiements de factures, les primes d'assurance, les cotisations, les taxes foncières et ainsi de suite. Les dépôts directs et les DPA sont dans les deux cas compensés via le système automatisé de compensation et de règlement de l'ACP, le SACR. Si vous connaissez l'ACP, vous savez que nous aimons bien les acronymes. Ne décrochez pas. Avant de parler du cadre, des règles et des normes concernant les opérations de TAF, voyons comment ces paiements voyagent. Pour les deux types de TAF, le paiement est enclenché par l'entreprise. En l'occurrence, l'entreprise peut comprendre le gouvernement ou l'institution financière ainsi qu'une société en nom collectif et un propriétaire unique. L'entreprise donne ses instructions de paiement à son institution financière. Ces instructions peuvent être communiquées de bien des façons. Elles peuvent déjà être sous forme de fichiers de TAF, ou l'institution financière pourrait demander à l'entreprise de lui fournir les instructions de paiement dans un format différent, comme une feuille de calcul Excel par exemple, voire par téléphone pour les très petites entreprises qui font très peu de ces types de paiements à la fois, et effectuer le travail de création des fichiers de TAF pour leurs clients. Certaines entreprises pourraient aussi sous-traiter le travail de création de fichiers de TAF à un fournisseur de services. Les fichiers de TAF sont échangés entre adhérents. Un adhérent est une institution financière membre de l'ACP, autre que la Banque du Canada, qui échange des effets et effectue les entrées dans le SACR pour son compte. Un adhérent peut comprendre aussi un adhérent correspondant de groupe ou un agent de compensation. Les institutions financières qui ne sont pas des adhérents s'appellent des sous-adhérents et concluent un accord avec un agent de compensation pour l'échange de leurs effets de paiement. 2 fois par jour, les adhérents réunissent tous leurs fichiers de TAF ainsi que les fichiers qui leur sont envoyés par leurs clients d'affaires et leurs sous-adhérents et les trient par institution financière ou adhérent. Ils valident ces fichiers de TAF pour être sûrs qu'ils sont bien formatés et ne renferment pas d'erreurs,
en utilisant le fichier des institutions financières de l'ACP, le FIF. Le FIF est une base de données électronique de renseignements d'acheminement pour les institutions de dépôt au Canada. L'ACP met ce fichier à jour chaque semaine en fonction des ajouts et des modifications que lui communiquent ses membres adhérents. Ces derniers nous tiennent au courant des changements apportés à leur succursale, ainsi que des changements concernant les autres institutions financières pour qui elles agissent à titre d'agents de compensation. Une fois créés, validés et triés, les fichiers de TAF sont prêts à être livrés aux autres adhérents par le réseau des services de l'ACP, le RSA. Le RSA est un réseau très disponible et très sûr pour l'échange des paiements qui est géré par l'ACP. À l'heure actuelle, il y a 2 échanges de TAF par jour ouvrable. Il y a une transmission en matinée, avant 9h30, heure de l'Est, et une autre en après-midi, avant 16h30, heure de l'Est. Pendant chaque échange, les adhérents livrent un seul fichier de TAF qui contient des opérations de crédit et de débit à chacun des autres participants via le RSA. Sur réception des fichiers de TAF, les adhérents destinataires ou traitants effectuent aussi une validation initiale du fichier pour vérifier qu'il ne présente pas de problème, c'est-à-dire que les opérations qu'il renferme sont bien formatées pour l'institution financière concernée. Après la validation du fichier et la validation des opérations, les effets sont reportés au compte des clients en fonction de leur date de validité. De nombreuses opérations de crédit de TAF ont une date de valeur qui est généralement plus éloignée que la date effective de l'échange entre les adhérents respectifs. Cela fait l'objet d'une explication plus détaillée dans la règle F3 de l'ACP, qui définit les dates de livraison et les délais applicables entre adhérents pour les fichiers de TAF. Nous reviendrons un peu plus tard sur les règles applicables au TAF. Les opérations qui ne franchissent pas la validation initiale du fichier, c'est-à-dire celles qui ne sont pas bien formatées, sont rejetées tout de suite et renvoyées à l'adhérent expéditeur dès l'échange suivant, mais au plus tard le jour ouvrable suivant la validation initiale. Les opérations qui passent la validation mais ne peuvent être reportées au compte des clients pour des raisons comme l'insuffisance de provision ou la fermeture du compte sont retournées à l'institution financière expéditrice au plus tard le jour ouvrable suivant. Voyons maintenant le cheminement de l'opération pour chaque type de TAF. Commençons par l'opération de dépôt direct. Le dépôt direct est piloté par crédit. Dans cet exemple, une entreprise envoie les salaires des employés via le dépôt direct. L'institution financière de l'entreprise est l'adhérent A. Un des salariés de l'entreprise a son compte bancaire dans une succursale de l'adhérent C. Pour enclencher un dépôt direct, l'entreprise donne des instructions de paiement à son institution financière, c'est-à-dire l'adhérent A. Ces instructions indiquent le montant, le numéro de compte bancaire et les coordonnées d'acheminement pour chacun des salariés qu'elle paye. Le numéro d'acheminement sert à identifier l'institution financière et la succursale à laquelle est acheminé un effet de paiement. Avec le numéro de compte, ce numéro d'acheminement est essentiel à l'envoi des paiements par le système de compensation. L'ACP n'impose pas de processus particulier à suivre par le payeur pour la vérification du numéro de compte et des renseignements d'acheminement pour les dépôts directs, mais elle recommande aux entreprises d'obtenir un chèque annulé avant d'effectuer des opérations de crédit, afin de vérifier l'exactitude des renseignements fournis par le bénéficiaire. L'adhérent A effectue le tri de la paye, avec ses autres opérations de TAF, par institution financière ou par adhérent. Le moment venu, l'adhérent A envoie ses fichiers regroupés de TAF aux autres participants via le réseau de services de l'ACP. Une opération de dépôt direct est essentiellement une instruction donnée à une autre institution financière de passer un crédit au compte du client de cette institution. Il n'y a pas de mouvement réel de fonds. Dans notre exemple, les opérations de dépôt direct de l'entreprise sont incluses dans les fichiers de TAF de l'adhérent A, qui sont envoyés aux adhérents B, C et D.
Lorsque l'adhérent C reçoit et valide le fichier de TAF contenant le dépôt direct pour le salarié, les fonds sont portés au crédit du compte du salarié. À la date de valeur, lorsque la succursale met à jour ses comptes clients, le compte du salarié indiquera que sa paye a été déposée. Donc, avec l'échange quotidien de tous ces fichiers de TAF via le réseau de services de l'ACP, comment les institutions financières peuvent-elles savoir exactement les montants qu'elles se doivent les unes aux autres? C'est là qu'intervient le SACR. Chaque adhérent participant effectue des entrées manuelles dans le SACR. Mais qui effectue cette entrée? Les adhérents à qui d'autres adhérents doivent des fonds effectuent des entrées dans le SACR pour tous les types de paiements. Dans le cas de l'opération de crédit provenant du client de l'adhérent A et destinée au salarié qui a son compte bancaire auprès de l'adhérent C, c'est à l'adhérent C que l'adhérent A doit des fonds. L'adhérent C fait l'entrée dans le SACR pour indiquer le montant que l'institution financière A lui doit pour avoir remis l'argent au client de l'adhérent C. Bien sûr, nous avons simplifié tout cela pour vous donner une idée du fonctionnement du SACR. L'ACP ne voit pas et ne touche pas les opérations individuelles. Les volumes et les valeurs que les adhérents entrent dans le SACR sont des chiffres globaux et non pas des paiements individuels, mais vous comprenez le principe. Voyons maintenant le cheminement de l'opération ou le mouvement des fonds dans une opération de débit préautorisé ou de DPA. C'est essentiellement l'inverse du cheminement du dépôt direct. Le DPA est piloté par débit. Dans notre exemple, l'émetteur de facture a établi un accord avec son client pour porter un débit à son compte pour le paiement de biens et de services. L'institution financière de l'entreprise est l'adhérent A. Un des clients de l'entreprise a son compte bancaire dans une succursale de l'adhérent C. Ici encore, l'opération est enclenchée par l'entreprise. Cette dernière charge sa banque, adhérent A, de porter un débit à un compte détenu auprès d'une succursale de l'adhérent C. L'opération de TAF est validée et regroupée avec les autres opérations de TAF de l'adhérent A pour l'adhérent C et acheminée via le réseau de services de l'ACP à l'adhérent C au moment prévu. Lorsque les institutions financières mettent à jour leur compte client, le client voit apparaître un débit à son compte au montant convenu avec l'émetteur de facture. Alors, qui effectue l'entrée dans le SACR dans ce cas-ci? Encore une fois, c'est l'adhérent qui est dû un paiement qui est responsable d'effectuer une entrée dans le SACR. Dans ce cas, l'adhérent A attend des fonds de l'adhérent C. Donc, c'est l'adhérent A qui indiquerait dans le SACR ce que lui doit l'adhérent C. Donc, nous savons que chaque fois que les adhérents s'échangent des effets de paiement entre eux, les données sont entrées dans le SACR, ce qui permet de suivre le volume total et la valeur totale des effets. Qu'arrive-t-il ensuite à la compensation? Eh bien, il s'agit du calcul des obligations nettes. Donc, nous savons que les données globales de volume et de valeur sont entrées dans les catégories du SACR par chaque adhérent à qui sont dus des fonds par suite des échanges de paiement. Qu'arrive-t-il ensuite dans la compensation? Un processus appelé calcul des obligations nettes. À la fin du processus d'échange quotidien, on fait des entrées dans le SACR, y compris pour les paiements PS et en ligne, afin d'établir les positions nettes des adhérents. Le calcul des obligations nettes est le processus qui permet d'établir le montant dû par chaque institution financière en rajustant les montants que les institutions financières se doivent les unes aux autres. Le SACR établit les montants que se doivent les différentes paires d'adhérents. Ce processus s'appelle la compensation bilatérale. Le système établit également les positions nettes de chaque institution financière globalement. Ce processus s'appelle la compensation multilatérale. La position nette multilatérale de chaque adhérent est son solde de compensation. Le règlement à la Banque du Canada est la prochaine étape, l'étape finale du processus de compensation et de règlement.
Il intervient à la fin d'un cycle du SACR vers 23 heures chaque jour ouvrable. Tous les adhérents sont tenus de maintenir un compte de règlement SACR à la Banque du Canada. Les adhérents dont le solde de compensation SACR est négatif doivent envoyer des paiements pour couvrir leurs découvertes à la Banque du Canada en utilisant le système de transfert de paiement de grande valeur ou STPGV. Dès réception du paiement de règlement, la Banque du Canada l'inscrit au compte SACR de l'adhérent. Les adhérents dont le solde de compensation SACR est positif ont l'option de conserver un solde positif dans leur compte de règlement SACR ou de réduire le solde en se faisant faire un paiement STPGV compensatoire par la Banque du Canada. Le règlement dans les livres de la Banque du Canada est final ou irrévocable, comme on dit dans le monde des paiements. De leur côté, les sous-adhérents règlent leurs obligations avec leurs agents de compensation respectifs par des comptes qu'ils maintiennent chez eux. Pour plus d'informations sur le rôle que joue l'ACP dans la compensation et le règlement, revenez à la séance d'intro à l'ACP. Voyons de plus près comment les fichiers de TAF sont formatés, de même que la norme de l'ACP qui s'y applique. La norme 005 de l'ACP fixe le format de fichier standard pour les opérations de TAF. Elle a été créée entièrement au Canada pour l'environnement canadien. Chaque fichier de TAF est un fichier alphanumérique de 1464 caractères. Cette chaîne de chiffres et de lettres est formée de divers éléments de données, auxquels sont attribués un certain nombre de caractères dans le fichier. Ces éléments de données renferment des renseignements concernant le paiement, comme la date de création du fichier, le montant, l'identificateur de code de devise, la date à laquelle les fonds seront libérés, etc. Les règles de l'ACP ne fixent pas de limite au montant des opérations de TAF, mais la norme 005 impose une limitation technique. Le nombre maximal de chiffres pour le montant d'une opération de TAF est de 10. La norme 005 est le format de fichier standard pour les TAF. Cependant, les institutions financières peuvent fixer leurs propres exigences pour ces fichiers, en plus de celles qui se trouvent dans la norme. Voyons maintenant les règles qui s'appliquent au traitement des TAF. Puisque les dépôts directs sont enclenchés par le propriétaire des fonds, l'ACP n'exige pas de convention entre l'expéditeur et le destinataire des fonds. Les DPA, par contre, sont enclenchés par quelqu'un d'autre que le propriétaire du compte. Il faut donc un solide cadre pour l'autorisation, puisque le titulaire du compte donne la permission de retirer des fonds de son compte. L'ACP a mis au point la règle H1, débit préautorisé pour régir les opérations de DPA. La règle H1 oblige les entreprises à conclure des accords contractuels avec leurs institutions financières et leurs propres clients avant de pouvoir porter des débits au compte de leurs clients. La section F des règles de l'ACP traite de tout ce qui concerne les fichiers de TAF. Les règles F portent sur des questions comme le traitement, l'échange, les corrections d'erreurs et les retours. Que doit faire une entreprise qui veut ouvrir des DPA comme option de paiement à ses clients? Quelles sont les responsabilités de l'institution financière qui envoie des DPA pour le compte d'un émetteur de factures? Dans un premier temps, l'entreprise consulte une institution financière et signe une lettre d'engagement du bénéficiaire, qui est un contrat entre l'entreprise et son institution financière. L'objet de cette lettre d'engagement est de garantir que l'entreprise se conforme aux exigences de la règle sur les DPA, la règle H1. Par exemple, l'entreprise n'enclenchera des DPA qu'avec l'autorisation du client de passer un débit à son compte. Dans cette convention, l'institution financière convient de jouer le rôle de l'institution financière parraine de l'entreprise et assume la responsabilité d'approuver les processus et les accords de l'entreprise concernant les DPA. Ensuite, l'entreprise doit obtenir l'autorisation du client pour se faire payer par des débits portés à son compte. L'accord, qui s'appelle « Accord de DPA du payeur », doit être conforme aux exigences de la règle H1. Les accords de DPA peuvent être sur papier ou électronique, mais doivent couvrir certains éléments obligatoires fixés dans la règle. 1. La date de l'accord et la signature du client. 2.
l'autorisation de porter des débits à un compte donné. 3. La catégorie de DPA, personnel, d'entreprise ou de gestion de trésorerie. 4. Le montant et la périodicité du débit préautorisé. 5. Les détails de la façon d'annuler l'accord. 6. Les coordonnées de l'émetteur de facture. 7. Une déclaration sur le recours pour le payeur. Voyons un peu de chacun de ces éléments. Date et signature. Dans le cas d'un accord sur papier, la signature du client est obligatoire. Si l'accord est conclu par voie électronique, par téléphone ou en ligne par exemple, la confirmation écrite des détails doit être envoyée au client au moins 3 jours avant le premier débit. La confirmation par courriel est une confirmation écrite. La signature manuelle du client n'est pas obligatoire, mais il faut des éléments suffisants pour faire la preuve de l'identité et de l'autorisation. Autorisation de porter un débit à un compte donné. Le compte auquel est porté un débit doit être précisé dans l'accord. Il est acceptable de cacher une partie du numéro de compte pour protéger les renseignements personnels du client, mais le client doit pouvoir le reconnaître. Le bénéficiaire peut demander un chèque annulé pour vérifier les renseignements sur le compte du client. Le payeur devrait écrire « annulé » sur la face du chèque, à l'encre, sans le signer. Montant et périodicité. La périodicité des DPA et le montant apporté au débit du compte du client doivent être précisés dans l'accord, mais les DPA peuvent être assez souples pour permettre des montants variables, si l'accord de DPA avec le client le prévoit. Prenons l'exemple d'une chocolaterie fictive. Pendant ses visites de vente habituelles, le fournisseur trouve un magasin qui a épuisé son stock de barres de chocolat noir 70%. Il regarnit les étagères puis porte un débit au compte du client sans obtenir l'autorisation chaque fois, pourvu que cet arrangement soit précisé dans l'accord initial. Annulation. Les instructions sur la façon d'annuler un accord de DPA doivent être fournies au client. Coordonnées de l'émetteur de facture. Elles doivent être indiquées aux fins des changements à l'accord et pour l'annulation. Déclaration sur le recours. Les clients doivent savoir qu'ils ont une possibilité de recours et de remboursement si un débit non autorisé est passé à leur compte. La règle H1 donne à ce sujet une formulation type qui doit figurer obligatoirement dans les accords de DPA du payeur. Les payeurs, entreprises et particuliers, peuvent demander à leur institution financière de contrepasser un DPA dans certains cas et de remettre les fonds dans leur compte. Nous y reviendrons plus loin. Le payeur peut toujours annuler un accord de débit préautorisé. Pour cela, il doit adresser sa demande directement à l'émetteur de facture avec qui il a conclu cet accord et non pas à l'ACP ou à l'institution financière du client. L'ACP ne peut pas annuler un accord de DPA car il s'agit d'un contrat intervenu entre le payeur et le bénéficiaire. La procédure d'annulation d'un DPA doit être précisée dans l'accord de DPA du payeur. L'accord par lequel le payeur a autorisé le bénéficiaire à passer des débits à son compte. Si l'accord n'indique pas de préférence claire pour la procédure d'annulation, il est bon d'informer l'émetteur de facture par écrit et de garder une copie de l'annulation. La règle H1 de l'ACP comprend un spécimen de formulaire d'annulation de DPA. Si l'accord de DPA du payeur ne précise pas la procédure d'annulation et qu'il est impossible de communiquer avec l'émetteur de facture, le payeur peut demander conseil à son institution financière sur la façon d'annuler le DPA. Mais il s'agit là d'un dernier recours. L'institution financière du payeur pourrait ne pas être en mesure de l'aider à annuler l'accord de DPA puisqu'il s'agit d'un contrat entre le payeur et l'émetteur de facture. Après avoir annulé le DPA avec l'émetteur de facture, le payeur devrait vérifier ses relevés de compte et confirmer ainsi que les retraits ont cessé. Si les DPA continuent d'être tirés sur son compte, il devrait communiquer avec l'émetteur de facture en question et demander pourquoi. La règle n'oblige pas à s'adresser d'abord à l'émetteur de facture, mais il est conseillé de le faire. Le payeur a toujours l'option de demander un recours par son institution financière en cas de débit non autorisé. Attention,
L'annulation d'un accord de DPA n'annule pas un contrat de biens ou de services que le payeur peut avoir avec un émetteur de facture et n'annule pas le montant qui est dû. En annulant l'accord de DPA, le payeur ne fait qu'indiquer qu'il ne désire plus payer par débit préautorisé. Il devra prendre d'autres dispositions avec l'émetteur de facture pour effectuer les paiements dus. Dans la vaste majorité des opérations de TAF, tout se passe comme prévu pour le payeur et pour le bénéficiaire, et tout le monde est satisfait du paiement. Mais qu'arrive-t-il en cas de problème? Qu'arrive-t-il si une opération est rejetée ou si une erreur est commise? Pendant les quelques prochaines minutes, nous allons parler des options qui s'offrent aux payeurs, aux bénéficiaires et aux institutions financières pour corriger les erreurs et pour contourner les difficultés qui pourraient surgir pendant le processus du paiement, de même que des diverses règles de l'ACP qui s'appliquent à chaque scénario. L'opération de TAF, rejetée pendant la validation du fichier, par exemple à cause d'un renseignement d'acheminement inexact ou si les renseignements requis ne figurent pas dans l'opération même, retourne par la compensation à l'institution financière d'origine, parfois dès l'échange suivant. Si elle ne peut porter l'opération au compte du client, parce qu'il n'y a pas suffisamment de fonds dans le compte, par exemple, l'institution financière retourne l'opération pour le jour ouvrable suivant. Si le retour est enclenché à la demande du payeur ou du bénéficiaire après le report d'une opération à son compte, par contre, l'échéancier pour le retour de l'opération est différent. Pour le retour d'un DPA à la demande du client, l'échéancier est de 90 jours pour les DPA personnels et de 10 jours pour les DPA d'entreprise, sauf si le DPA d'entreprise n'est pas autorisé parce qu'il n'existe pas d'accord, auquel cas il est de 90 jours. Un dépôt direct peut aussi être refusé par le bénéficiaire jusqu'à 90 jours civils après la date à laquelle l'opération a été passée au compte du bénéficiaire. Les opérations de crédit refusées après ce délai doivent être traitées en dehors de la compensation. La règle F5 de l'ACP donne plus d'informations au sujet des délais de retour pour les TAF. Les TAF retournés par la compensation doivent l'être avec l'un des codes d'opération actuellement approuvés pour les TAF, qui se trouve dans la norme 005, section E, annexe 2. Selon les dispositions de la règle H1, si un DPA est retourné pour raison d'insuffisance de provision, Code d'opération 901, ou de fonds non libérés, Code d'opération 908, l'émetteur de facture peut présenter de nouveau le même débit une nouvelle fois pour tenter d'en obtenir le paiement. Cette nouvelle présentation du débit d'origine doit se faire dans les 30 jours de la date de la première opération, et le DPA doit être exactement du même montant que l'opération initiale. Il ne peut pas comporter des frais de service appliqués par l'émetteur de facture. Si le DPA est refusé pour une deuxième fois, il ne peut être présenté de nouveau. Qu'arrive-t-il s'il faut réacheminer une opération? Lorsque le numéro de compte a changé ou que le compte a été transféré à une autre succursale de la même institution financière, l'institution financière peut choisir de réacheminer l'opération au bon endroit. L'institution financière qui réachemine une opération de TAF assume la responsabilité découlant directement du réacheminement. L'institution financière qui veut informer l'émetteur du paiement qu'il y a des corrections à apporter aux renseignements sur le compte de la succursale crée ce que nous appelons un avis de changement, conformément à la règle F12 de l'ACP. Il s'agit d'une opération non financière. Sur réception du fichier d'avis de changement, l'adhérent émetteur a 30 jours pour signaler le changement des renseignements d'acheminement à l'émetteur du paiement. Dans une opération de DPA, la lettre d'engagement du bénéficiaire, l'accord entre l'émetteur de facture et sa banque, exige que les émetteurs de facture acceptent de donner suite aux avis de changement.
l'autorisation distincte du payeur pour apporter le changement requis au renseignement d'acheminement du payeur n'est pas exigée. Qu'arrive-t-il si l'entreprise commet une erreur? Les règles de l'ACP traitent des corrections d'erreurs. Si l'émetteur d'une opération de crédit de TAF reconnaît qu'une erreur a été commise, le payeur, l'entreprise, peut demander à son institution financière de rappeler l'opération de crédit ou d'émettre une correction d'erreur de TAF via la compensation, pourvu que ce soit dans les délais permis. Un rappel peut se faire jusqu'au jour précédant le report des fonds au compte et une correction d'erreur peut être demandée jusqu'à 3 jours après la date à laquelle les fonds doivent être libérés. Voici un exemple de la façon dont se ferait une correction d'erreur si un employé qui n'est plus au service d'une entreprise est inclus par erreur dans le dépôt direct de la paye. Le payeur, l'entreprise, communiquerait avec l'institution financière pour expliquer l'erreur. Si les fonds ont déjà été reportés au compte de l'employé et que l'entreprise a informé l'institution financière dans le délai fixé pour une correction d'erreur, l'institution financière, à la demande du payeur, enverrait une opération de correction d'erreur à l'institution financière de l'ancien employé et celle-ci corrigerait l'erreur en retirant le montant qui aurait été déposé et en envoyant une opération de retour à l'institution financière du payeur. La règle F3 de l'ACP explique les échéanciers pour les corrections d'erreurs de TAF et les rappels de TAF. Si les fonds n'avaient pas encore été versés au compte de l'ancien employé, l'institution financière de ce dernier n'aurait qu'à annuler le paiement en appliquant l'opération de rappel, ce qui aurait pour effet de supprimer l'opération. Chose à signaler, la règle F5 prévoit la possibilité de refus d'une correction d'erreur par un bénéficiaire. Bien sûr, si le bénéficiaire n'a pas légalement droit au fonds, il s'expose à une poursuite judiciaire de la part du payeur s'il refuse la correction. Et qu'arrive-t-il si l'entreprise commet une erreur, mais que c'est le client qui la remarque? Le client peut-il faire quelque chose pour faire corriger l'erreur? Oui, bien sûr. Le payeur qui remarque une erreur de DPA ou constate qu'un DPA non autorisé a été passé à son compte devrait en informer immédiatement l'émetteur de facture et chercher à régler le problème. La règle n'oblige pas à s'adresser d'abord à l'émetteur de facture, mais c'est ce qu'il est conseillé de faire. Le payeur a toujours l'option de demander un recours par son institution financière pour tout DPA non autorisé. S'il n'arrive pas à régler le problème avec l'émetteur de facture ou si le DPA provient d'un émetteur de facture avec qui il n'a pas d'accord de DPA, le payeur, entreprise ou particulier, peut demander à son institution financière de contrepasser le DPA et de remettre les fonds dans son compte. Cela peut se faire si le DPA n'a pas été tiré conformément à l'accord de DPA du payeur ou l'accord de DPA du payeur a été annulé ou révoqué ou il n'a pas été donné d'avis ni de confirmation au payeur conformément à la règle H1. L'institution financière qui reçoit une demande de remboursement de son client avec justification de la demande doit tout de suite contrepasser le débit et rembourser le payeur, ce qui entraîne un débit au compte de l'émetteur de facture lorsque le DPA est retourné à l'institution financière de l'émetteur de facture. Chaque institution financière peut définir elle-même son processus pour le traitement de ces demandes. Certaines pourraient choisir de permettre des demandes de remboursement par courriel ou par téléphone, d'autres pourraient exiger que les demandes de remboursement se fassent en personne. La capacité de révoquer un paiement est assortie de certaines restrictions de temps, selon le type de DPA en cause. Les particuliers ont 90 jours, les entreprises ont 10 jours, à moins que le payeur n'affirme qu'il n'y a pas d'accord en place, auquel cas elles ont 90 jours. Il n'y a pas de disposition de recours pour les DPA de gestion de trésorerie et certains types de DPA de transfert de fonds. Encore une fois, il importe de noter que le recours ne s'applique qu'au débit. Il ne touche pas les contrats pour des biens ou des services qui peuvent exister entre les clients et l'émetteur de facture et, s'il y a des montants dus,
d'autres dispositions devront être prises pour le paiement. L'ACP, qui appuie déjà la validation des renseignements d'acheminement des TAF par le maintien du fichier des institutions financières, le FIF, et le maintien de son réseau de services, intervient aussi activement dans la gestion des incidents. Il arrive que des membres connaissent des situations d'urgence qui les empêchent de respecter le délai pour l'échange de fichiers de TAF et qu'ils demandent alors à l'ACP de les aider à annoncer aux autres membres qu'ils ont un problème et pourraient ne pas pouvoir respecter le délai. Les situations d'urgence sont par exemple les difficultés techniques, le traitement des paiements au moment voulu, un retard de réception des fichiers d'un client, ainsi de suite. Parfois, les problèmes se règlent avant la fin du délai, auquel cas il n'y a plus de problème. Mais dans d'autres cas, il peut être impossible de respecter le délai et l'ACP peut alors faciliter une prolongation de délai pour l'institution financière concernée, avec la collaboration des autres membres. Nous venons de faire un examen détaillé des TAF dans le système de compensation canadien, mais si les règles de l'ACP ne s'appliquent qu'au Canada, qu'advient-il d'une opération de TAF transfrontalière, disons entre le Canada et les États-Unis? La compensation transfrontalière est gérée par les relations de correspondance bancaire que les institutions financières canadiennes maintiennent avec des institutions financières étrangères. L'équivalent américain du TAF est l'ACH. Les fichiers d'ACH et les fichiers conformes à la norme 005 ne peuvent pas se parler, et pourtant nos deux pays font énormément d'opérations transfrontalières. Aujourd'hui, pour faciliter les TAF transfrontaliers, une institution financière de chaque côté de la frontière fait fonction de passerelle et traduit les fichiers envoyés d'un côté de la frontière dans le format approprié pour qu'ils soient lus et traités de l'autre côté de la frontière. Pour les DPA transfrontaliers, les règles de l'ACP s'appliquent à la partie canadienne du paiement. Donc, les DPA tirés sur des comptes bancaires détenus auprès d'institutions financières, membres de l'ACP au Canada, sont soumis aux exigences de la règle H1, quel que soit leur lieu d'origine. En particulier, cela signifie que les bénéficiaires de l'extérieur du Canada, qui ont des clients au Canada, doivent veiller à ce que leurs accords de DPA soient conformes aux dispositions d'application obligatoires. En outre, les bénéficiaires étrangers qui auraient l'intention de demander aux payeurs d'autoriser les DPA par un processus électronique doivent veiller à ce que ce processus soit conforme aux exigences de la règle H1. Et ils doivent envoyer d'avance une confirmation écrite à chaque payeur conformément aux exigences de la règle H1. L'annexe 4 de la règle H1 donne un formulaire modèle indiquant les dispositions obligatoires de la confirmation écrite. Nous espérons que l'exposé d'aujourd'hui vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau au sujet des TAF. Si vous voulez en savoir davantage au sujet des TAF, visitez la section « Lois et règles » du site web de l'ACP, où vous trouverez les règles du SACR et les normes dont nous avons parlé aujourd'hui. Les réponses à de nombreuses questions fréquentes se trouvent dans la section FAQ du site web de l'ACP. Si vous avez une question dont nous n'avons pas parlé, n'hésitez pas à communiquer avec nous et nous serons heureux de vous transmettre l'information dont vous avez besoin. Vous pouvez nous joindre par courriel à info@cdnpay.ca ou par téléphone au 613-238-4179.